Imaginez une nuit à Paris en 1789, où les lustres scintillent dans les galeries du Palais Royal comme des étoiles mourantes, et où l'air porte le parfum des roses fanées mêlé à la puanteur lointaine du pain brûlé dans les rues bouillantes. Un noble de la cour, le comte Étienne de Montfort, homme d'une lignée immaculée et aux dettes cachées, regarde sa femme, une vision de soi et de secret, avec des yeux qui gardent les feux de la Bastille récemment prise, et décide l'impensable. Elle sera le cadeau d'un esclave africain récemment arrivé des colonies, un acte de folie qu'il déguise en jeu aristocratique. Quoi? Au cœur de la France révolutionnaire, où les guillotines murmurent des promesses d'égalité, un seigneur offre sa compagne en trophée à un homme enchaîné par l'empire que ce même empire renie. Restez avec moi, car cette histoire n'est pas un simple scandale de salon. C'est le miroir brisé de l'hypocrisie qui a dévoré la France, où le luxe de Versailles cachait des chaînes invisibles. Plongeons dans l'hôtel de Montfort, où le colonialisme n'a pas traversé les océans, mais a empoisonné les salons de la nation. Bienvenue dans la France pré-révolutionnaire de 1789. Non pas une simple nation sur une carte décolorée, mais une entité vivante, une courtisane venimeuse empestant la poudre de riz et les chaînes rouillées, séduisant par des luxes éphémères, tout en complotant sa propre implosion. Imaginez Paris comme le cœur fiévreux de cette bête, 600 000 âmes entassées dans un dédale de ruelles étroites, où l'air nocturne transporte l'arôme enivrant du pain qui cuit dans des fours clandestins, des miettes pour les affamés, mêlées à la puanteur âcre des égouts à ciel ouvert et à la douce odeur de poudre de riz que des nobles comme Étienne de Montfort saupoudrent sur leurs perruques perchées. L'hôtel de Montfort, cet hôtel particulier néoclassique érigé comme une forteresse de la vanité dans le faubourg, n'est pas une simple scène. C'est le cœur de cette France, avec ses colonnes ioniques importées d'Italie qui grincent comme de vieux os dans la brise de la Seine, et ses jardins clos où les fontaines gargouillent comme des gorges desséchées réclamant du vin. Le jour, l'hôtel résonne du tintement des cristaux de baccarat dans les salles tapissées de tapisseries flamandes, représentant des chasses royales, une cruelle ironie, car la vraie chasse fait rage dans les rues, où boulangers et tisserands complotent contre le roi de Versailles, mangeur de pigeons. Mais écoutez le souffle de cette entité. Sous le vernis de soie et de dentelle, la France pré-révolutionnaire vibre de 28 millions d'âmes divisées en 3 ordres, le clergé intouchable, la noblesse endettée et le tiers-état qui porte le fardeau comme un atlas épuisé. Versailles, à 20 lieues de Paris, en est le cerveau décadent, un palais de glace où Louis XVI et Marie-Antoinette se régalent de 500 plats par souper, tandis que le trésor royal saigne dans les guerres coloniales qui remplissent les cales des navires négriers. Saint-Domingue, joyau sanglant des colonies, vomit non seulement du sucre et du café dans les salons parisiens, mais aussi des âmes enchaînées, comme Kwame, amenées de Gorée comme domestiques exotiques, à l'hôtel, déguisées en valets de pied en livrée de velours, mais dont les mains ressentent encore l'influence de l'Atlantique. La France libre avait aboli l'esclavage en 1315, mais en 1789, le Code noir colonial étendit ses tentacules jusqu'à Paris. Les nobles importaient des aides pour les soupers, enchaînés par des contrats verbaux que la salle ignorait, tandis que l'Assemblée nationale débattait des droits de l'homme, sans un murmure dans les tons sombres de l'ombre. L'odeur de poudre, ce talc blanc qui couvre les rides de l'aristocratie, masque l'odeur des chaînes, les sous-sols de l'hôtel où Kwame dort sur la paille humide, surveillé par des portiers qui feignent d'être sourds aux gémissements d'autres exotiques, amenés de Martinique ou de Guadeloupe. Cette France n'est pas statique, elle conspire comme un amant traître. Dans les rues du Palais Royal, où prostituées et philosophes se mêlent sous les arcades de marbre, les pamphlets de Marat circulent comme des feuilles d'automne. Les nobles dorment, le peuple veille. L'hôtel de Montfort, dont les hautes fenêtres sont embuées par les fumées des cheminées en chêne, ressent les tremblements, créés par les murmures de la chute de la Bastille en juillet, écho des coups de feu qui résonnent encore tels des fantômes dans les rêves d'Isabelle. Les jardins, labyrinthes de buis taillés en forme de dieux grecs, cachent des fosses peu profondes pour les indisciplinés. Un laquais en fuite s'y noie, et le parfum des roses de Damas couvre la puanteur. Étienne, dans sa bibliothèque cordoine doublée de cuir,
lit l'encyclopédie de Diderot tandis que le vent transporte les senteurs de la place de Grève, où les pendaisons publiques attirent les foules comme des spectacles de fêtes foraines. La métropole en connaît les signes. Des pluies torrentielles qui transforment les boulevards en rivières de boue, facilitant les marches des boulangers armés de pelles, des tavernes comme le Procope, ville natale de Voltaire, où des abolitionnistes comme Condorcet débattent à voix basse de la barbarie coloniale, leurs voix s'échappant comme la fumée des cheminées de l'hôtel. Si le double parfum de cette France vous enveloppe déjà comme la brume sur la Seine, imaginez les secrets qu'il recèle. Abonnez-vous à la chaîne pour respirer ensemble davantage cet air, murmure après murmure d'histoire vivante. Plongez plus profondément avec moi. Imaginez l'aube sur le faubourg. Le ciel se pare d'un gris pluvieux, illuminant les grilles en fer forgé de l'hôtel, qui grincent comme des dents serrées, tandis que les chariots des marchands coloniaux déchargent des caisses de rhum de Saint-Domingue. Un liquide ambré qui brûle les gorges nobles, mais charrie la sueur des plantations lointaines. Les portiers, vétérans des guerres indiennes, réveillent les valets de pied avec des cloches de bronze qui résonnent comme les carillons de Notre-Dame. Debout, ombre. Mais dans le regard de Kwame, il y a du calcul. Il mémorise des voies d'évasion à travers les catacombes sous Paris, des tunnels romains que la Révolution utilisera comme des veines secrètes. Les couloirs ne sont pas vides. Ils respirent des tapisseries qui murmurent les conquêtes impériales, des cartes délavées de l'Acadie et de la Louisiane, où l'or français achetait des âmes africaines. Isabelle, se promenant dans les jardins en faisant semblant de cueillir de la lavande pour des sachets, entend des bribes. Un valet de pied mulâtre récitant des vers de Rousseau en créole chuchoté. L'homme n'est libre, mais partout il est enchaîné. La France pré-révolutionnaire en rit, ou pleure, avec ses bals masqués où les nobles dansent des menuets sous des lustres dégoulinant de cire comme des larmes, ignorant que le tiers-État, avec ses 98% de la population, s'active dans des quartiers comme celui des Cordeliers, forgeant des guillotines dans des forges. Et la Seine. Ah, la Seine est le poumon de cette entité, un fleuve qui lèche les murs de l'hôtel tel un amant possessif, déposant non seulement des sédiments, mais aussi des pamphlets humides qui flottent tels des prophéties. Liberté pour tous, même les Noirs. Les marchands marchandent sur le pont Neuf, les âmes coloniales telles des ballots d'exotisme, tandis que les galions mouillent au quai de l'Arsenal, cales résonnant de tout fiévreuse que l'Empire ignore. L'île, non. La nation accueille les exotiques d'une étreinte humide. Brumes matinales qui obscurcissent les réunions jacobines, larges boulevards haussmanniens, avant la lettre où de nobles carrosses écrasent les mendiants. Étienne renforce les grilles de l'hôtel, mais le décor est moqueur. Les racines des châtaigniers percent les trottoirs, les vents charrient le pollen des fleurs vénéneuses qui empoisonnent les chevaux de postillons. Tout conspire. Le riche sol de Paris nourrit les vignes des faubourgs, mais empoisonne les puits avec les déchets des prisons comme la conciergerie, préparant le terrain au soulèvement que mènera Robespierre, transformant les salons en tribunaux populaires. Sentez le poids. Cette France ne tolère pas l'indifférence. Elle impose des choix. Festoyer comme Montfort et pourrir comme du pain moisi, ou s'élever comme les flèches de la cathédrale défiant le ciel nuageux. À l'hôtel, l'odeur de poussière et de chêne n'est pas fortuite. C'est l'arôme de l'histoire qui s'entrelace, fil par fil, dans un voile d'illusion et de fureur. Chaque inspiration que vous prenez maintenant, l'évoquant, est un écho de cette époque, douce dans son voile aristocratique, amère dans sa révolte sous-jacente, mais toujours hypnotique. Elle nous captive, nous interroge. Et si le paysage de nos vies modernes était ainsi, une courtisane qui nous séduit pour nous dévorer, révélant la poudre à canon sous la poussière. Ce double parfum de la France pré-révolutionnaire pique-t-il votre curiosité comme du talc sur votre peau? Si oui, rejoignez-nous. Inscrivez-vous pour savourer ensemble ces parfums, couches après couches, d'une intrigue saisissante. Étienne de Montfort n'apparaît pas dans l'histoire comme un méchant mélodramatique à la cape écarlate et au rire tonitruant. Non, il est plus insidieux. Un érudit de l'humiliation, un noble qui transforme la cruauté en essai philosophique, l'habillant de la délicate dentelle d'un dandy parisien. À 45 ans, en 1789, il incarne la crème de l'aristocratie française.
Mince comme un roseau, à la peau laiteuse que le soleil de Versailles n'a jamais osé caresser, grâce aux ombrelles de soie et aux chapeaux à plumes que ses laquais arborent comme des drapeaux de reddition. Ses yeux, d'un gris pluvieux comme le ciel de la Bastille, brillent d'une ruse glaciale, forgée dans les salles de classe de la Sorbonne et trempée dans les antichambres du Palais Royal, où il dévore les traités de Montesquieu et de Rousseau, les tordant en toile, justifiant sa suprématie. La société est une symphonie de soumissions harmonieuses, proclame-t-il dans des monologues chuchotés au miroir, tandis que le vent de la Seine, au dehors, porte les rugissements étouffés des sections jacobines. Pour Étienne, les domestiques, surtout les exotiques des colonies comme Kwame, l'Africain amené de Gorée pour orner ses soupers, ne sont pas des personnes. Ce sont des notes dissonantes dans sa partition, à étouffer sous la baguette du chef d'orchestre qu'il manie avec une élégance mortelle. Issu d'une lignée d'intendants bordelais, Étienne arrive à Paris à 22 ans, doté d'un modeste héritage et d'une soif insatiable d'ascension sociale. Il épouse Isabelle non par un élan de désir, mais par une froide équation. Elle, fille d'un intendant lyonnais ruiné, lui apporte en dot des vignobles marginaux, qu'il transforme en fortune liquide grâce à la spéculation coloniale. 5 années de mariage le sculptent autant qu'il la sculpte. Des nuits où il s'éclaire par des conférences sur l'ordre naturel, faisant écho à sa doctrine supérieure, la forçant à répéter des credos d'obéissance féminine, tandis que le lustre dégouline de cire en flaques qui ressemblent à des larmes gelées. À l'hôtel de Montfort, sa forteresse de vanité aux 3 étages de fresques mythologiques et aux escaliers en marbre de Carrare, Étienne règne en despote éclairé. Le jour, il supervise les soupers, rythmant le service des valets de pied grâce à une horloge à cadre doré qui bat comme le pouls d'un cœur mécanique. La précision est la plus grande charité, explique-t-il à ses invités, tandis que les fontaines du jardin grésillent, masquant les murmures des domestiques aux cuisines. Mais c'est la nuit que son érudition se révèle, lors des banquets avec d'autres grands seigneurs, où le champagne de Reims coule à flots comme le sang noble et où les anecdotes sur les rébellions coloniales sont disséquées comme des spécimens au microscope. Ils se révoltent parce qu'ils ignorent leur nature servile, sourit-il en levant son verre, inconscient du valet de pied derrière lui, un métis aux yeux baissés, qui consigne chaque syllabe pour les pamphlets de rue. Le suspense psychologique est ici un piège de velours, tissé dans l'esprit hitchcockien. Le public perçoit le complot d'Étienne pour Kwame, le cadeau d'Isabelle, comme appât pour écraser l'esprit de l'esclave, un rituel déguisé en jeu de société, mais il le masque sous une forme sophistiquée. Dans son journal, aux pages jaunies empestant l'encre et l'arrogance, il griffonne « L'initiation n'est pas de la barbarie, c'est une révélation. En offrant ce que je chéris le plus, je leur révèle la fragilité de la chair élevée, les forçant à embrasser la chaîne éthérée. C'est cette rationalité qui glace le sang, non pas la brute irrationnelle, mais celle qui rationalise l'abîme avec les lanternes des Lumières. » Étienne absorbe les vents de la Révolution française, arrivé par courriers royaux, avec des échos de liberté, égalité, fraternité, qu'il pervertit en catéchisme. Égalité pour les élus, gradation pour les brutes. Il dédaigne les signes, les regards échangés entre les laquais dans les escaliers, l'arsenic subtil des vins répandus par les abolitionnistes, car son érudition le captive. Pour lui, Paris est son laboratoire, l'hôtel l'épicentre de son expérience. Transformer les sauvages en ornements dociles, avec Isabelle comme sa pièce la plus fragile et la plus précieuse. Mais la bombe vibre, et si sa symphonie était la mèche qui fait exploser des salons entiers, si la plume acérée d'Étienne vous a déjà coupé comme une dentelle déchirée, imaginez les lames qu'il dissimule dans ses conférences. Abonnez-vous à la chaîne pour que nous puissions aiguiser ces plumes ensemble, phrase après phrase, d'une intrigue érudite. Plongeons dans son âme, couche par couche, comme on déroulerait un traité interdit. À 18 ans, dans un collège jésuite de Lyon, Étienne assiste à la révolte des esclaves de Saint-Domingue de 1770 à travers des journaux de contrebande, non pas comme une catastrophe humaine, mais comme un échec algébrique. Qu'est-ce qui pousse le peuple à mordre la main qui le nourrit? Cela le fascine. Il avale des volumes de physiocratie, les adaptant à son dogme. L'empire colonial n'est pas le commerce,
c'est le darwinisme social avant la lettre, où l'on taille les inférieurs pour que le jardin des nobles puisse s'épanouir. À l'hôtel, cela s'incarne dans des rituels quotidiens. Il sélectionne des laquais prometteurs pour l'élévation. Kwame, par exemple, était assigné comme narrateur au dîner, contraint de réciter des fables africaines tortueuses en guise de leçon de déférence. Avec Isabelle, c'est plus viscéral, plus raffiné. Il l'isole, nourrissant sa dépendance de colliers de saphir pesant comme des chaînes, murmurant que sa grâce est un don pour l'harmonie sociale. En guise de représailles voilées, elle brode des messages sur les ourlets de son corsage, mais Étienne n'y voit que de la dévotion. Sa faiblesse, son orgueil érudit. Il donne des leçons à ses invités sur la décadence africaine, invoquant Buffon, tandis que le vaudou créole vibre dans les cuisines, invoquant des loas qui se moquent de sa présomption. Imaginez-le maintenant, sur le balcon de l'hôtel au crépuscule. Le soleil d'ouest baigne la scène de rubis coagulés, et il sirote du cognac, contemplant les boulevards où les silhouettes des sans-culottes s'agitent comme des fourmis dans une ruche animée. « Je les civilise », murmure-t-il au vide, mais le vent répond par un cri lointain venu de la place de la Concorde, le cœur de la France battant à tout rompre. Étienne conçoit le banquet de bienvenue avec la précision d'un anatomiste. Isabelle au centre, exposée telle une icône profanée, Kwame est contraint de prêter serment d'allégeance. Il conçoit l'extase en cela, fracturant l'esprit néophyte avant qu'il ne prenne racine. Et le public pressant le précipice. Sa justification est le voile diaphane sur le néant, un homme qui, au fond, craint le reflet que lui renvoient ses serviteurs, la fragilité d'un souverain de carton-pâte. En 1789, la nouvelle de l'Assemblée arrivant comme un éclair, Étienne renforce les barreaux, mais ignore la corrosion interne, les germes du doute semés par Isabelle lors de conversations chuchotées, les foyers d'incertitude qu'il enfouit sous des couches de doctrine. Il est l'antagoniste qui terrifie parce qu'il est crédible, un reflet des lords historiques tels que ceux que Sealer James évoque dans « Les Jacobins noirs », des hommes qui ont revêtu la tyrannie du manteau de la raison. Et si cette érudition était la vôtre? Étienne nous a poussés à cela. Remettre en question les entraves que nous rationalisons, les hiérarchies que nous buvons comme un élixir. Il n'est pas un ogre légendaire. Il est le voisin érudit qui dénonce l'enfer avec un sourire courtois. À l'autel, sa doctrine culmine dans le rituel. Le don les liera à moi dans une peur éternelle. Mais la peur, oh la peur, se retourne contre lui lorsque les flammes commencent à ronger les confins de son monde parfait. Le réseau de sophismes cruels d'Étienne vous a-t-il pris au piège? Si l'abîme intellectuel vous attire, approfondissez-le. Inscrivez-vous pour que nous puissions démêler ensemble ces toiles, nœud par nœud, de vérité nue. Isabelle de Montfort, née de Launay, ou simplement Isabelle, comme l'appelle l'écho de ses propres pas lorsqu'elle erre dans les couloirs vides à l'aube, n'est ni la muse éthérée des tableaux de Boucher, ni le serpent venimeux diabolisé par les pamphlets révolutionnaires. À 35 ans, en 1789, elle est une ambiguïté vivante, une soie déchirée qui murmure le luxe en tranchant la chair qui l'enveloppe. Née dans une famille d'intendants lyonnais, tisserand de soie ruinée par le trésor royal, Isabelle pose le pied à Paris à 20 ans, les yeux verts comme les vignobles du Beaujolais qu'elle rêvait de retrouver dans son enfance, emplis d'aperçus de salons illuminés que son mariage avec Étienne promettait, mais qui lui ont livré comme une prison tapissée de velours. L'union scellée dans une chapelle de Saint-Germain-des-Prés où l'encens masquait l'odeur des dettes n'est pas une romance de feuilleton. C'est un marché froid, avec des vignobles arides en guise de dot, échangés contre un titre qui l'étouffe comme un corset en fanon de baleine. À l'hôtel de Montfort, elle règne comme un ornement. Elle brode des monogrammes sur les draps de lin fin des chambres, sert des tasses en porcelaine de Sèvres aux invités qui la contemplent tel un joyau exotique, murmurant sur sa fragilité délicate. L'empathie pour Isabelle n'est pas une concession facile. Elle se tisse comme de la dentelle, fil par fil, créant des nœuds qui crispent la conscience. Le jour, elle est une épouse impeccable. Elle se promène dans les jardins de l'hôtel en faisant semblant de cueillir des boutons de rose pour des compositions florales, tandis que la Seine gargouille en arrière-plan, les secrets de liberté que les Jacobins chantent sur les berges.
Mais sous la soie bleue qui l'enveloppe comme un linceul d'illusion, son corps porte des marques, des bleus en forme d'empreintes digitales qu'Étienne appelle de tendres rappels, des égratignures sur ses avant-bras qu'elle dissimule sous des bracelets d'améthyste. « Tu es mon chef-d'œuvre », murmure-t-il au petit matin lorsqu'il la perfectionne, la contraignant à faire écho au dogme de la subordination, tandis que le lustre tremble comme un témoin réticent. Isabelle assimile vite. Paris n'absout pas la vulnérabilité, et une noble isolée est à la fois trophée et proie. Elle se métamorphose en outil. Elle dénonce les murmures des servantes aux cuisines pour s'assurer des nuits sans intrusion dans ses appartements, trahit les confidences de valets de pied fugitifs pour une fiole d'essence de jasmin de Grasse. C'est la survie, se justifie-t-elle devant le miroir, mais son regard renvoie des pupilles vacillantes de remords, comme si les esprits créoles des domestiques l'épiaient depuis les tapisseries défraîchies. Le suspense est ici personnel. Une bombe hitchcockienne palpite dans sa poitrine. Le public devine le rituel qu'Étienne prépare, l'offrir en cadeau à Quam, l'esclave de Gorée. Une dégradation voilée destinée à briser l'esprit de l'Africain. Mais Isabelle recèle la plus grande énigme. Des journaux intimes cachés dans des tiroirs d'ébène, des pages froissées où elle griffonne des vers en français, entrecoupés de créoles glanées auprès de ses laquais. « Je suis l'élixir qu'il a distillé de moi », confesse-t-elle, esquissant des fantasmes d'évasion, une berline au clair de lune, des mains sombres la propulsant vers les catacombes où complotent les sans-culottes. Sa dualité est cruelle, victime d'un régime qui l'écrase comme du lin sur un métier à tisser, mais pourtant complice. Elle riposte en empoisonnant le cognac d'un invité obscène qui l'a dérangé, observant son corps se tordre dans le hall avec un mélange de terreur et d'extase. Une empathie complexe s'y développe. Nous répudions sa déloyauté envers les opprimés, tout en déplorant son isolement, en résonance avec des nobles royaux comme Madame du Défend, dont les lettres voilées rêvaient du gouffre de la Seine comme salut pour les esprits étranglés. Si la dentelle déchirée d'Isabelle vous blesse déjà comme un fourreau caché, imaginez les poignards qu'elle cache dans ses lacets. Abonnez-vous à la chaîne pour que nous puissions défaire ensemble ces nœuds, point par point, de vérité ambiguë. Plongeons-nous dans ces intrigues, comme si l'on démêlait une broderie interdite. À 25 ans, fraîchement mariée, Isabelle assiste à sa première leçon. Étienne flagelle un valet de pied martiniquais pour avoir renversé une coupe de cristal, le sang tachant le tapis persan comme du vin de Bourgogne. Au lieu d'une horreur puérile, elle ressent une étincelle, non pas d'insurrection immédiate, mais d'arithmétique. Si je crie, qui me protégera? Elle commence à tisser sa toile. Elle apprend le créole auprès des blanchisseuses des cours, feint la surdité aux lamentations nocturnes des alcôves basses, mais capture tout, l'emmagasinant comme de la poudre à canon. Avec Kwame, encore spectre à l'horizon de Gorée, son ambivalence va s'aiguiser. Un coup d'œil à travers le jardin, où elle laisse tomber un mouchoir avec un croquis rudimentaire de la ronde des gardiens. Le rituel et la serrure, brisez-la, semant les graines du pacte improbable qu'Étienne ne concevrait jamais. Sa complexité est au cœur de ce récit. Non pas absoute par un simple geste héroïque, mais rongée de l'intérieur, se demandant si sa résistance est une liberté ou une simple cage de plus. Ses journaux intimes révèlent des nuits blanches où elle implore des saints catholiques mêlés à des loas vaudous, implorant « Dieu ou Erzuli, sortez-moi d'ici sans souiller davantage vos mains. » Mais ses mains sont tachées, de sang indirect, d'omission complice, et c'est ce qui l'immortalise. Une silhouette qui nous pousse à l'applaudissement, mais aussi à l'hésitation, reflétant les ambiguïtés du joug colonial dont personne ne sort immaculé. Imaginez-la maintenant dans la pénombre de l'hôtel. Le soleil s'enfonce dans la Seine tel un suicide doré, colorant les jardins de teintes ambrées et pourpres. Isabelle erre pieds nus sur le gravier, ses pieds meurtris faisant écho aux âmes piétinées dans les caves, cueillant des herbes qu'elle déguise en infusions apaisantes, mais réserve pour des élixirs murmurés avec des laquais abolitionnistes. Sa robe de soie ondule comme une apparition et en gros plan, on voit le frémissement de sa main, une bague de platine qui brûle la peau, un collier de perles qui suffoque comme du lierre. Elle s'arrête, contemple au loin les tours de Notre-Dame où les cloches sonnent comme des complaintes, et murmure dans le vide « Je pourrais être libre, mais si la liberté me ronge ?» Le rituel approche. Habillée pour le banquet,
Elle se poudre de riz, voilant des cernes comme de la culpabilité, consciente d'être le centre de la scène d'Étienne. Mais la bombe palpite dans sa poitrine. Et si cette fois, le don était le sien à repousser? Son ambivalence accentue l'effroi, non pas le vice pur, mais la grisaille où l'empathie et la terreur valsent, nous forçant à nous demander combien d'Isabelle brodent encore dans des alcôves empoisonnées, attendant l'étincelle qui embrasera tout. Cette ambivalence n'est pas une coïncidence, c'est une alchimie littéraire, inspirée de portraits historiques comme ceux de La Révolution, ouais, française, de Michelet, des femmes naviguant entre oppresseurs et opprimés comme des bateaux sur un fleuve tumultueux. Isabelle nous captive parce qu'elle est nous, des victimes qui lacèrent, des soies qu'elle récolte pour survivre. Dans le rituel imminent, son choix, se retirer ou mettre le feu, réécrit non seulement l'autel, mais aussi le miroir qui nous restaure. La dualité d'Isabelle vous a-t-elle envoûté comme les dentelles d'un corsage? Si la coupe vous intrigue, approchez-vous. Inscrivez-vous pour que nous puissions tisser ces broderies ensemble, boucle après boucle, avec une empathie affûtée. Kwame, l'écho de la savane. Le protagoniste qui murmure des révolutions. Fondu en fondu. La cale humide d'un navire marchand français ancré au quai de l'Arsenal à Paris, en 1789, où l'air dense empeste la saumure rance et la sueur des corps, entassés comme des balles de coton de contrebande. Des chaînes rouillées claquent contre la coque en bois pourrissante, se mêlant à des toux rauques et à des murmures en langues anciennes, que la scène engloutit comme des secrets indésirables. La caméra descend dans l'ombre de la cale, des silhouettes sombres enlacées dans des chaînes, la faible lueur d'une lampe révélant des visages marqués par la traversée de l'Atlantique. Voix off, désormais d'un timbre profond et ondulant, comme celui d'un griot invoquant les esprits sous le ciel étoilé de Sénégambie, rythmique, chargé d'une résilience qui résonne comme l'écho de tambours lointains, s'arrêtant pour laisser le poids de l'océan imprégner chaque syllabe. Kwame Ndiaye, 32 ans en 1789, n'est pas le libérateur des gravures héroïques qui éclatent poings serrés et cris de guerre. Il est l'écho persistant des savanes, un homme dont l'essence perdure comme l'armatan qui érode les montagnes sans tambour ni trompette. Arraché aux falaises de Gorée, où le soleil brûlant de Sénégambie polissait les guerriers Wolofs en bronze vivant, Kwame arrive à Paris non pas comme une victime passive, mais comme un germe de tourbillon. Grand et robuste d'épaules, la peau d'ébène sculptée par le travail des terres libres, avec des cicatrices rituelles aux poignets qui serpentent comme les veines des fleuves sacrés, carte vivante des clans que la mer impitoyable n'a pu effacer. Ses yeux, noirs comme des abîmes sans lune, conservent l'éclat de celui qui a vu des divinités valser lors des cérémonies de la nouvelle lune, mais reflètent désormais l'obscurité totale de la cale, où 150 âmes comme la sienne sont entassées comme des marchandises pour le palais colonial. Kwame ne pleure pas l'océan qui l'a trahi. Il le module à voix basse, un chant à voix basse en Wolof qui apaise les nourrissons terrifiés, transformant le balancement du navire en berceuse de persévérance. La mer ne nous emporte pas, elle nous ramène à la maison, murmure-t-il à une fillette de 8 ans à ses côtés, dont la petite main s'accroche à la sienne comme une boussole dans l'obscurité. Son humanité n'est pas une grâce innée, c'est un geste d'insurrection quotidienne, aiguisé dans le creuset d'une existence que la France pré-révolutionnaire cherche à éteindre. À Gorée, Kwame était un griot itinérant, un narrateur d'épopées orales mêlant roi et génie dans des récits qui unissaient les villages autour de feux d'acacia. Il vibrait au djembé, battant rythmiquement les tambours qui invoquaient Niamey pour prononcer des verdicts et enseignait aux jeunes hommes à déchiffrer les étoiles comme des oracles de l'avenir. Mais le navire négrier français l'arracha à cette situation à 31 ans, après une attaque de trafiquants dahoméens qui vendaient aux enchères les combattants capturés comme s'il s'agissait de maigres récoltes. Dans la cale, où l'air pourri de vomi et de paludisme, Kwame se dresse tel un phare. Il organise des rondes de mancale avec des cailloux volés, murmure des sagas d'Anansi le rusé déjouant les panthères blanches et dissimule des lames improvisées dans des plis de chiffon, attendant le mouillage. En descendant sur le quai de l'Arsenal, enchaîné en procession pour la vente aux enchères, il hume le parfum de poussière et de chêne de Paris, non par capitulation, mais avec stratégie. La métropole est un cachot, mais les cachots sont fissurés,
Et les griots maîtrisent l'art de percer les murs de récit. Vendu à l'hôtel de Montfort pour 500 livres de Rome coloniale, Kwame est qualifié de vigoureux assistant exotique, mais son regard scrute l'horizon. Les tours de Notre-Dame au loin, telles des sentinelles accueillantes, et les ruelles où complotent les sans-culottes. Le conflit moral qui le sous-tend est une fournaise à combustion lente, alimentée par un suspense que Hitchcock envierait. Le public pressant la bombe sous le banquet. Le rituel d'Étienne approche, avec Isabelle comme dupe. Mais Kwame porte le fardeau le plus lourd, l'énigme de préserver son esprit dans un système qui le dévore. À l'hôtel, il est relégué aux caves, une série de chambres de pierre qui exhalent l'humidité comme le souffle des mourants, où 40 domestiques partagent l'espace avec les rats et les frissons. Le jour, il polit l'argenterie avec un chiffon qui chante la mort à chaque frottement, le dos cambré mais l'esprit vif, mémorisant les gestes des portiers et les vulnérabilités des barreaux. La nuit, il se transforme en gardien. Il apprend aux valets de pied à chanter des proverbes wolof sur des coquilles d'huîtres, orchestre des veillées où les prières à Ogun, dieu du fer, transmutent les chaînes en emblèmes symboliques. Son empathie est le lien qui l'unit. Il entrevoit dans les yeux d'Isabelle, tandis qu'elle traverse les jardins, non seulement la noble oppressrice, mais aussi la captive aux liens d'or, en résonance avec sa propre sœur, vendue aux enchères des années auparavant. Nous portons tous des spectres, songe-t-il, apercevant dans son regard un reflet aveuglant d'isolement. Mais l'épreuve se transforme en rituel. Contraint d'être témoin du don d'Étienne, Kwame doit choisir baisser la tête et endurer, ou élever la voix et tout mettre le feu. C'est là que son humanité rayonne, complexe. Fureur face à l'outrage, mais compassion pour la femme à l'épicentre, semant l'improbable collusion qui deviendra l'acte. Si l'écho des savanes de Kwame vous a déjà courbé comme l'armatan dans le désert, imaginez les racines qu'il sème à Paris. Abonnez-vous à la chaîne pour faire écho à cette chanson ensemble, verset par verset, de cette révolution murmurée. Plongeons au cœur de son être, comme si nous creusions le lit du Niger à la recherche de filons d'or cachés. Sur le navire, Kwame enterre un compagnon dans la cale. La dysenterie l'emporte en 4 jours, et au lieu de le fracturer, il grave son nom sur son avant-bras avec du charbon et de la salive, un rite de griot qui transforme la douleur en héritage. À l'hôtel, cela se multiplie. Il adopte des orphelins des cales, récitant des épopées de Sundiata Keita, pour raviver les braises de leur cœur. Avec les abolitionnistes, il module déjà. Un portier ivre succombe à une potion à base de plantes, et Kwame efface les traces, conscient que chaque évasion est un fondement dans la barrière de l'insurrection. Son combat est de préserver non seulement son corps, mais aussi l'éthique collective. Si je me prosterne, qui relèvera les autres? Se demande-t-il dans des soliloques intérieurs, tandis que les fontaines du jardin gargouillent comme des gobelins moqueurs. L'affrontement avec Isabelle est une étincelle. Dans le jardin, il répare une clôture sous le soleil parisien, et elle laisse tomber un éventail avec un schéma grossier des patrouilles. « Pourquoi » demande-t-il en créole murmuré. « Parce que l'or nous brûle tous les deux » répond-elle. Et à cet instant, une empathie complexe s'épanouit. Il entrevoit en elle la victime qui pourrait être une confédérée, mais hésite, se remémorant les perfidies françaises à Gorée. Kwame n'est pas invulnérable. Il verse du sang, un coup de fouet lui fend la nuque pour avoir chanté trop fort, mais il se relève, modulant plus bas, plus profond, tissant une toile de résistance qui englobe même l'ambiguë Isabelle. Imaginez-vous maintenant, sous la lune parisienne qui argente les toits de mercure liquide. Kwame est accroupi au sous-sol, entouré d'un cercle de visages sombres, transmettant une pipe imprégnée de poudre de racines vaudou pour la lucidité. Sa voix rugit dans un murmure. Nous sommes le fleuve qui ronge la roche, pas le rocher qui écrase le fleuve. Les enfants s'endorment à ses pieds, et il dessine des intrigues dans l'air, des chemins vers les catacombes, des signaux aux Jacobins par pigeons voyageurs. Le rituel plane comme un nuage d'orage. Dans le hall, entravé par des liens de satin, il voit Isabelle exposée. Étienne proclamer la primauté et le conflit éclate. Repousser signifie emprisonnement immédiat. Embrasser, ronger la dignité. Mais Kwame opte pour le griot. Un chant qui commence comme une élégie, se transforme en hymne, résonnant dans la poitrine des laquais telle une invocation ancestrale. Le public ressent le rythme.
Son humanité n'est pas une faiblesse. Elle est le lien qui unit, transformant des victimes inertes en une symphonie de voix qui fait vibrer l'autel. Inspiré par d'authentiques griots comme ceux des récits sénégalais de Roots de Hailey, Kwame porte 1000 âmes, car il comprend. L'oppression anéantit les formes, mais les récits libèrent les essences. Et si Kwame était vous, prisonnier des profondeurs de l'existence, les chaînes qui résonnent de vains serments, quelle mélodie chanteriez-vous pour ne pas sombrer? Il nous enseigne. Le protagoniste triomphe, non pas par une brutalité brute, mais par le poids des échos qui se transfigurent en clarté. Dans le rituel, son élection, le regard sur Isabelle, le chant qui enflamme, n'est pas un aboutissement facile. Il est le premier boucher de la chaîne, semant l'espoir pour tous. Cet écho des savanes de Kwame vous a-t-il ancré dans l'obscurité parisienne? Si son murmure résonne en vous, rejoignez le cœur. Inscrivez-vous pour que nous puissions évoquer ensemble d'autres griots, strophe après strophe, d'une âme indomptable. Minuit envahit la France pré-révolutionnaire, non pas comme une heure banale, mais comme une faille dans le voile de la décence, un seuil où les masques des Lumières se déchirent, révélant l'abîme nu de la domination. Dans le hall de l'hôtel de Montfort, Étienne de Montfort mène son rituel sadique avec la précision d'un chef d'orchestre affolé. 50 grands seigneurs invités, allongés dans des fauteuils damassés tels des dieux mineurs, leurs yeux vitreux fixés au centre de la scène improvisée. Une estrade de marbre poli, où Isabelle, drapée de soie bleue translucide flottant telle une apparition, est positionnée telle une idole profanée. Étienne, vêtu d'un frac de velours noir brodé de fils d'or, lève un verre en cristal de Murano rempli de cognac empoisonné, sa voix résonnant comme une proclamation hérétique. Ce soir, ombre de la colonie, vous recevez l'ineffable trésor, la contemplation de la noble fragilité. Soyez reconnaissants et assimilez le poste perpétuel de déférence. Le public, non pas celui de la salle de bal, mais celui dans l'ombre, nous qui regardons, sent la bombe hitchcockienne s'activer lentement. Nous savons pour le poison du vin, pour l'intention d'Étienne de purger les indisciplinés après le spectacle, mais les laquais ne perçoivent que le poids des menottes symboliques et le mystère de la dame pâle au premier plan. Le banquet commence comme une farce orchestrée d'horreur. Isabelle, tremblante mais droite, déclame des vers imposés par Étienne. « Je suis le miroir de votre vassalité. Touchez-moi, et vous toucherez le précipice de l'insolence. » Sa voix fluette lacère l'air comme du verre brisé, tandis que des valets de pied l'entourent, leurs éventails d'ivoire enroulés comme des vipères endormies. Les serviteurs exotiques, contraints d'avancer un à un pour rendre hommage, un contact cérémoniel au bas d'une robe, un genou sur la tapisserie d'Aubusson, sentent le dégoût monter comme une bile. Les mains qui labouraient autrefois les savanes effleurent maintenant le tissu imprégné de sueur et de larmes. Étienne sourit, un son viscéral qui résonne dans les fresques, légitimant par son érudition perverse. Observez comme même la divinité s'incline. Ainsi vous serez, éternel. Mais le suspense psychologique se resserre comme un corset. Kwame, au bout du fil, perçoit l'hésitation dans l'intonation d'Isabelle. Non pas une panique puérile, mais un message codé, reflet de leur conversation de jardin quelques jours plus tôt. Il respire l'air saturé, palpant le pouls de la France. Les brises de la Seine charriant les parfums des feux de joie des Jacobins, un corbeau croissant sur le parapet, présage de la liberté. L'ascension est un véritable tourbillon de tension. Un jeune valet de pied guadeloupéen au regard indomptable hésite en frôlant Isabelle, et un portier baisse son éventail. Un craquement qui fend la nuit, le sang éclaboussant la soie comme de l'encre sur un parchemin. Les murmures s'amplifient, un bourdonnement de guêpes enragées, et Étienne lève la main. Silence, ou le trésor deviendra une malédiction. Isabelle, le regard croisé par Kwame à travers la foule, cligne des yeux. Un signal. Maintenant. Le griot sent le fil se tendre. Son humanité, ce fardeau aux 1000 échos, réclame l'action. Au lieu de s'agenouiller, il viole la cérémonie avec une mélodie. D'abord basse, une complainte wolof évoquant les rivières de Sénégambie et les ancêtres valsant sous les acacias. As, as, qu'il en soit ainsi, que la vigueur s'exprime. Les autres domestiques s'accordent, leurs voix vacillantes se muant en harmonie, la salle vibrant comme une membrane de djembé tendue.
Les portiers avancent, pistolet levé. Mais Étienne, enivré par sa chimère de domination, rit plus fort. Chantez, ornements, la fatigue les domptera. Si ce festin vous a déjà enchaîné comme des rubans de satin à minuit, imaginez les éclats qui en résulteront. Abonnez-vous à la chaîne pour que nous puissions rassembler ces cristaux, tintement après tintement de tension. Le renversement de situation s'abat tel un coup de vent. Isabelle, dans un éclair d'ambivalence qui fend l'air, ne bronche pas sous le tumulte. Au contraire, sa main, tremblante mais intentionnelle, renverse un candélabre adjacent, dont les flammes dévorent les rideaux de velours empilés comme de l'amadou. Le feu se propage rapidement, voracement, consumant les liens et illuminant les visages d'une teinte d'ambre infernale. Étienne hurle « Renégat !» Mais il est trop tard. La panique s'installe, les serviteurs luttent contre des liens qui cèdent sous la chaleur. Kwame hurle des ordres en créole mêlé de wolof. Aux portes, Ogun nous conduit. Les portiers tirent, les balles rebondissent sur les chevrons comme le tonnerre. Mais les jacobins infiltrés parmi les valets de pied émergent des alcôves, guidés par des signaux de fumée que Kwame avait préparés des jours auparavant. Des silhouettes souples audées, poignards étincelants, menées par une silhouette encapuchonnée qui crie « Égalité !» Dans un français confus. La salle se transforme en un carnage poétique. Un portier tombe, un poignard dans le cou, le sang jaillissant comme du cognac renversé. Un autre est prostré sous des coups que des années de polissage ont durcis. Isabelle, dans le tourbillon, déchire la soie en lambeaux, utilisant le tissu pour étrangler un agresseur, ses yeux féroces s'accrochant à ceux de Kwame, emplis de gratitude et de culpabilité. « J'ai tout écrasé », murmure-t-elle, tandis que les flammes lèchent ses jupes. Étienne s'enfuit dans les jardins, trébuchant sur l'allée de buis, appelant à grands cris les sentinelles déjà désertrices, son érudition s'effondrant comme un château de cartes au vent. Mais le bouleversement ne s'arrête pas là. Dans le chaos, Kwame révèle le véritable poison d'Étienne. Des amphores de vin dans un coin de la salle, distillées d'essence mortelle pour le toast final. Il les jette dans le feu. Une explosion qui illumine le ciel telle une aurore boréale pourpre, le rugissement se répercutant jusqu'à la place Vendôme, où de nobles veilleurs se réveillent terrifiés. Les serfs affranchis courent vers les ruelles, Isabelle parmi eux, boitant mais vivante, un pacte forgé au purgatoire. Le public soupire, soulagé mais stupéfait. Ce n'est pas une victoire immaculée. Des corps gisent sur le sol de marbre, des innocents tombent sous les tirs croisés, et le cycle de la violence s'inverse. Le banquet, conçu pour subjuguer, enflamme non seulement les tissus, mais la poudrière de la nation entière, un signe avant-coureur de la révolution qui bouillonne comme de la mélasse bouillante. Cette nuit de rebondissement a-t-elle déchiré votre voile comme des flammes sur du velours? Si le tumulte vous appelle, venez valser. Inscrivez-vous pour tisser d'autres nuits ensemble, étincelle après étincelle de rupture. Plongeons-nous dans le tourbillon, instant après instant, comme si nous revivions les flammes en souvenir. Imaginez l'odeur, une fumée âcre mêlée à une sueur saumâtre, la puanteur de la terreur humaine brûlant comme un encens hérétique. Kwame, au fond de lui-même, ne combat pas avec une fureur aveugle. Il est le griot en furie, scandant en brisant un lien avec un caillou pointu caché dans sa manche. Wolof, créole, unis dans la cendre, sa voix tranchant la panique comme un poignard. Isabelle, absoute dans l'action mais hantée par une connivence passée, utilise ses ongles pour égorger les portiers, hurlant en créole « Par la mer qui m'a emporté, par l'or qui me brûle ». Un vieux serviteur, un grand-père aux yeux laiteux, tombe transpercé, mais tend la main vers Kwame. Il raconte notre saga, griot, et expire avec un sourire, son essence libérée dans son dernier souffle. Les Jacobins déferlent comme une marée. 25 silhouettes sortent des alcôves, le visage masqué par des masques de tissu, mené par une femme nommée Thérèse, qui lance un harpon sur Étienne alors qu'il tente de revenir. Il s'échappe de justesse, boitant jusqu'au vestibule où les barricades de traités et de sophismes ne parviennent pas à le protéger. L'incendie engloutit la salle en quelques minutes, la structure s'effondrant dans un grondement qui réveille les oiseaux dans les êtres des jardins, volant de terreur comme des âmes libérées. Cette orchestration rythmique est une symphonie de pics et de vallées, l'apogée de la mélodie de Kwame, la vallée du premier coup,
le paroxysme de la détonation des amphores, un tournant qui recontextualise l'acte tout entier, transformant l'humiliation en hymne. Inspiré par des récits d'émeutes comme la prise de la Bastille du 14 juillet, où le vaudou et le choléra ont fusionné, ce banquet n'est pas un terme. C'est un embrasement. Les survivants, 120 âmes, plus Isabelle en fantôme hésitant, s'enfoncent dans les ruelles, chemin secret guidé par des étoiles que Kwame déchiffre comme une lettre ancestrale. Étienne, dans le couloir, écrase sa montre de poche. Le tic-tac réduit au silence comme son illusion de contrôle. La France répond. Le tonnerre tout proche. Une bruine tombant comme des larmes d'idéaux, lavant le sang mais non la graine semée. Nous, spectateurs, ressentons la fracture. Ce qui commence comme un cauchemar se transforme en un cauchemar libérateur, posant la question. Et si le rituel de l'oppression abritait toujours sa propre étincelle de coucher de soleil? Dans l'aube grise, les cendres de la salle fument comme des oblations acceptées, et Kwame marque une pause, fixant Isabelle. Tu as brisé le voile. Maintenant, marche dans la lumière. Elle hoche la tête, mais ses yeux portent le poids. Une résistance tragique, pas une absolution complète. Cette nuit fend non seulement minuit, mais les essences qui s'y étendent, laissant des cils chargés de leçons. La révolution naît de l'horreur, mais dévore ses rejetons. À l'aube, l'hôtel de Montfort n'est plus qu'une ruine fumante. Le tombeau d'Étienne, étouffé dans ses propres tapisseries, victime de sa propre toile qui se défait. Kwame, blessé mais sain et sauf, mène les survivants dans les rues de Paris, rejoignant les sans-culottes, allumant l'étincelle de la révolution qui guillotinera les rois. Isabelle, elle s'échappe avec eux, non pas enceinte, mais en spectre ambigu, une alliée dans les évasions, pourtant hantée par une culpabilité que la chanson de Kwame ne peut effacer. Le cycle tourne, liberté conquise, mais marquée par les pertes, résonnant comme des salons renaissants de leurs cendres en République. Ce récit, inspiré par les ombres de journaux intimes comme ceux de Grimaud de la Reynière et de récits de l'abolitionnisme français, nous met en garde. L'horreur ne périt pas, elle sème. Et vous, que feriez-vous si le présent était votre chaîne en jeu? Si cet incendie de Paris a allumé des étincelles en vous, un doute, une fureur voilée, ou une simple soif de nouveaux échos comme celui-ci? Dites-le nous dans les commentaires. Quelle chaîne de la France antique vous retient encore? Abonnez-vous à la chaîne pour ne rien manquer du prochain murmure des rues en flammes et activez la cloche. Ensemble, nous exhumons des vérités qui libèrent, mais qui blessent. Merci d'avoir dansé ce soir. À bientôt.